Bienvenue dans ce tutoriel Google Sheets. Je vais d'abord commencer par vous montrer ce que vous allez apprendre dans ce tutoriel. On va commencer par une feuille Google Sheets qui est vierge, dont on va saisir quelques données avec les mois et les ventes. On va commencer à mettre en forme ce tableau. On va mettre des mises en forme conditionnelles pour mettre en évidence les mois avec les meilleures ventes et les mois avec les plus mauvaises ventes. On va continuer à remplir des données et on va visualiser les données de manière graphique. Je vais aussi vous montrer comment faire un tableau croisé dynamique, comment trouver les fonctions qui sont utiles pour vous, et je vais vous montrer aussi la fonction recherche V qui est très populaire et très utile. Mais je vais un pas en arrière. Les feuilles de calcul sont cruciales parce qu'elles donnent un sens aux données. Or, les données sont une carte. Les données, il faut savoir les interpréter. Et les données peuvent vous aider à titre personnel à comprendre comment vous dépensez votre argent, par exemple, ou aussi, par exemple, à suivre votre activité physique ou l'évolution de votre poids et comprendre les tendances, comprendre le pourquoi du comment. À titre personnel, vous pouvez aussi suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires et comprendre votre marge. Votre marge, c'est la différence entre vos ventes et vos charges, et il faut comprendre comment évoluent vos charges, vos dépenses. C'est à ça qu'une feuille de calcul peut vous aider et c'est à ça que Google Sheets peut vraiment vous aider. Google Sheets vous permet de filtrer et de trier les données, de les représenter visuellement sous forme graphique pour faciliter leur interprétation, et Google Sheets vous permet aussi de faire des calculs et de synthétiser les données. Les données en elles-mêmes sont cruciales, mais il faut savoir les trier, les interpréter en forme graphique et les synthétiser pour leur donner du sens et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Maintenant, le tutoriel peut commencer. Je vous montre maintenant différentes manières d'accéder à Google Sheets. La première solution, c'est d'aller sur google.com ou google.fr et vous sélectionnez ici, parmi les applications de Google, Google Sheets. D'ailleurs, quand vous le faites pour la première fois, en général, Google Sheets, qui est ici, se situe plus bas au niveau de Docs et de Slides. Et à noter que vous pouvez le déplacer à l'intérieur pour le rendre plus accessible. Je clique ici sur Google Sheets et j'arrive directement dans Google Sheets. Et là, vous voyez les modèles de galerie, les derniers fichiers auxquels j'ai accédé. Et on peut créer un nouveau fichier à partir d'ici ou choisir les nouveaux modèles. Vous pouvez aussi utiliser Google Drive pour pouvoir accéder, donc c'est ici, pour pouvoir créer un fichier Google Sheets. Et donc ici, dans Nouveau, vous allez faire ici, choisir Google Sheets et créer une nouvelle feuille de calcul Google Sheets. Une autre solution consiste à simplement saisir sheets.google.com et donc on arrive aussi à Google Sheets où on peut créer une nouvelle feuille de calcul. Et si vous voulez tout de suite créer une nouvelle feuille de calcul, il vous suffit de saisir sheets.new et quand on fait entrer, on a créé une feuille de calcul Google Sheets directement. Maintenant, une fois qu'on a accédé à Google Sheets, comment créer une nouvelle feuille de calcul? Alors, vous avez ici des modèles que vous pouvez utiliser et en cliquant sur ce texte ici, vous agrandissez les possibilités, les périmètres et vous avez beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez choisir un des modèles qui sont dans la catégorie personnelle pour un budget annuel, budget mensuel, planification, et vous avez aussi des modèles dans le cadre professionnel. Je reviens en arrière, donc vous pouvez choisir n'importe lequel si vous voulez, je reviens en arrière. Vous pouvez aussi utiliser l'un des derniers fichiers que vous avez déjà utilisé. Vous pouvez aussi changer la présentation de ces fichiers, vous pouvez les trier. Vous pouvez aussi chercher un fichier dans cette barre de menu. Et puis ce que vous pouvez aussi faire, c'est si vous utilisez un fichier vous voulez utiliser un fichier que vous avez créé par exemple sur un autre tableur comme Excel, vous pouvez cliquer ici et importer le fichier Excel
et à ce moment-là, l'utiliser avec Google Sheets. Nous allons maintenant créer un nouveau document Google Sheets en cliquant ici sur le document vide. Et donc, on est là sur une nouvelle feuille de calcul. On va commencer par lui donner un nom et on va l'appeler analyse des ventes. Voilà, ce document est en train d'être enregistré. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à côté. Vous voyez ce petit logo de fichier. Quand on clique dessus, on voit où est enregistré le document. Et là, il est dans mon Drive. Vous pouvez, et on voit l'analyse des ventes qui est ici. On voit bien que ça, c'est un document Google Sheets. Et là, on voit que c'est des documents Excel, XLSX, que j'ai chargés sur mon Drive. Si on souhaite l'avoir enregistré ailleurs, on peut ici créer un nouveau dossier pour sauvegarder ce fichier Google Sheets à l'intérieur de ce dossier. Autre chose, vous voyez ici une étoile, et si je clique dessus, on voit bien qu'elle est sélectionnée. À quoi ça sert? Eh bien, je vais vous montrer ici sur mon Drive. On va cliquer ici sur ce petit logo qui va ouvrir Google Drive. Et on voit que là, sur le côté, on a possibilité d'avoir les fichiers Google Sheets qui sont en mode suivi et pour lesquels on a coché l'étoile. Et on voit bien que l'analyse des ventes apparaît ici. Donc, ce petit logo étoile permet de marquer les documents qui sont pour nous les plus importants pour ensuite, dans Google Drive, pouvoir y accéder plus rapidement. Et enfin, la dernière information que je vous partage ici sur les informations à côté du nom du fichier, c'est ce petit logo de nuage, ce cloud. Quand on clique dessus, on voit bien que toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. Et en temps normal, on peut aussi utiliser ce document quand on n'est pas connecté, quand on est en ligne. Ce n'est pas le cas ici parce que ce n'est pas mon compte principal, mais vous pourriez l'utiliser. Vous voyez que la feuille de calcul de Google Sheets est remplie par un quadrillage où on voit plein de petites cases tout autour et en fait, on les appelle des cellules. Et vous voyez, les colonnes sont des lettres et les lignes sont des chiffres. Et en fait, quand je vais par exemple tout en haut à gauche, cette cellule, on l'appelle la cellule A1. Vous voyez d'ailleurs le nom A1 apparaître ici. Si je clique ailleurs ici, on est sur la cellule C4 et c'est bien la cellule C4 qui est mentionnée ici. Si je passe la souris sur ce champ, vous voyez une fenêtre contextuelle apparaître, c'est le champ du nom. Et on peut y accéder en appuyant sur les touches CTRL J. Je le fais tout de suite pour vous montrer. Et on voit qu'on est dans la cellule C4. Je peux modifier la cellule ici, je vais mettre B2, et on voit qu'on a la cellule B2 qui est sélectionnée. Vous voyez que donc, le champ du nom apparaît en fenêtre contextuelle quand on passe la souris dessus. Vous voyez ici la barre des outils, et pareil, ce sont des icônes qui sont très utiles, et quand vous ne savez pas à quoi sert chacune de ces icônes, il suffit de passer la souris dessus pour savoir de quoi il s'agit. Tout comme là au-dessus, vous avez la barre des menus qu'on verra plus tard. Dans un premier temps, ce qu'on va faire pour faciliter la visualisation de l'utilisation de Google Sheets, on va utiliser ici le zoom dans la barre de l'outil et je vais l'augmenter à 150%. Comme ça, on voit bien mieux les cellules et ce qu'on va réaliser dans cette feuille de calcul. Donc on va dans la cellule A1 et on peut commencer à saisir des informations. Donc on est ici sur la première ligne d'un tableau qu'on va créer. On va commencer par des ventes. Donc ça va être l'entête. Et ensuite, on va visualiser, on va lister le chiffre d'affaires pour plusieurs mois. Pour passer d'une cellule à l'autre, j'utilise les touches de flèche de mon clavier.
Mais si je vais de gauche à droite, je peux aussi utiliser simplement le tableur. Et si maintenant je veux saisir les mois, il faut que je déplace avec la flèche. Je saisis ici les différents mois de l'année, donc janvier, février. Maintenant, si je dois saisir tous les mois manuellement, ça va me prendre du temps, c'est fastidieux, c'est pas très efficace. Donc, ce que Google Sheets propose, c'est qu'on sélectionne les 2 premiers mois qu'on a saisis et on voit qu'on a une suite logique. On souhaite avoir mars, avril, etc. derrière. Et quand on sélectionne 2 cellules, vous voyez sur le côté droit, en bas, un petit point. Et vous voyez que ma souris, elle change. Quand je passe sur ce petit point, ça devient X. Je clique avec le bouton gauche de la souris et je tire la formule jusqu'à la ligne numéro 13. Et Google Sheets comprend que je veux lister tous les mois de l'année. Ça s'appelle la saisie automatique ou le remplissage automatique. Ensuite, les ventes, je clique sur la cellule à côté. Je vais saisir le chiffre d'affaires qu'on a réalisé au mois de janvier. Admettons que ce soit 10 000. Admettons qu'en février, ce soit 12 000. En mars, 14 000. Et ce que je vais faire, c'est la même chose qu'à côté. Je vais sélectionner ces 3 cellules. Et là, il y a le petit point qui apparaît en bas à droite. Et je peux le tirer jusqu'en bas. Une autre solution consiste à simplement double-cliquer dessus et la formule se tire jusqu'en bas. Par contre, ici, on a à chaque fois 2000 de plus, de mois en mois. C'est pas très logique et linéaire. Donc, on va faire une petite opération pour rendre tout ça un petit peu plus aléatoire. Donc, j'ai sélectionné la plage de données. Je clique droit avec la souris. Dans la fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, je clique tout en bas pour afficher plus d'actions sur les cellules. Et là, je vais choisir plage aléatoire. Et vous voyez que les chiffres ont été mélangés. On commence à avoir des données avec lesquelles on peut travailler. Les données telles que présentées dans cette feuille de calcul ne me plaisent pas vraiment. Surtout le format des chiffres, on ne voit pas de séparateur des milliers. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner cette plage et ensuite aller dans le menu format. Et vous voyez qu'ici, il y a pour les nombres plusieurs possibilités de mise en forme. Vous pouvez même choisir un format numérique personnalisé. Dans le menu format, il y a d'autres options de personnalisation pour le texte, pour l'alignement, pour le retour automatique à la ligne à l'intérieur de la cellule. Vous pouvez tronquer, laisser dépasser, etc. etc. Donc, je sors du menu, je sélectionne cette plage de données et vous voyez aussi dans la barre d'outils, ici, j'ai d'autres formats numériques. Dans la barre d'outils, vous voyez les outils de mise en forme les plus couramment utilisés. Donc ici, je clique sur Autre format et je vais choisir par exemple Nombre. Et donc, on voit bien le séparateur des milliers. Par contre, il m'a mis des chiffres derrière la virgule. Ce qu'on peut faire encore dans la barre d'outils, ici, réduire le nombre de chiffres après la virgule. Donc, je vais réduire parce que je ne vends pas avec des centimes. Je peux aussi, si je souhaite revenir en arrière et rajouter plus de chiffres derrière la virgule, cliquer sur l'autre bouton à côté, mais on n'en a pas besoin pour le moment. Donc déjà là, ça a déjà un peu plus d'apparence. Et là, on voit que le mois le plus fort, c'est le mois de janvier. Le mois le plus faible, c'est le mois de mai. Il va peut-être falloir ajouter des commentaires pour correctement analyser ces données. Pourquoi est-ce que le mois de janvier est le plus fort? Peut-être que je m'occupe d'une salle de sport et ce qui motive les gens, c'est les résolutions de la nouvelle année. Et peut-être ce qui ne fonctionne pas trop au mois de mai, c'est beaucoup de jours fériés et de ponts. Par contre, vous voyez que le texte, il sort de la colonne, ce qui est assez moche. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, tout en haut, à côté de la cellule C, de la colonne C de la cellule, et déplacer le curseur pour agrandir la colonne C. Et donc le texte est maintenant bien dans la cellule. Je reviens en arrière parce qu'il y a une autre solution
Plus automatique et plus facile de faire cela, si vous vous mettez sur la droite de la colonne C, vous voyez ici 2 traits parallèles qui apparaissent quand vous passez votre souris à cet endroit-là. Il vous suffit simplement à ce moment-là de double-cliquer et la largeur de la colonne s'adapte tout de suite au contenu qu'il y a dans les cellules. Et la cellule qui contient le texte le plus long, en fait, avec le double-clic, la largeur de la cellule, de la colonne, va s'adapter au texte le plus long. Donc, il faudra voir si ça présente bien ou pas dans votre tableau. Par exemple, vous voyez ici, on a les ventes qui sont alignées à gauche et on a les chiffres qui sont alignés à droite. Il y a beaucoup d'espace vide à droite de l'entête et beaucoup d'espace vide à gauche des chiffres. Ce que vous pouvez faire, même chose, vous allez ici, vous double-cliquez et voilà, on a ajusté la taille de la colonne. Vous pouvez faire la même chose pour les lignes. On peut manuellement changer la hauteur de la ligne ou alors double-cliquer dessus et faire en sorte que les lignes s'ajustent automatiquement au contenu des cellules. Ensuite, dans ce tableau-là, il est peut-être plus logique d'avoir les mois sur la première colonne plutôt que les ventes, parce qu'on voit le mois qui nous concerne et on peut regarder le chiffre d'affaires ou les ventes qui ont été réalisées sur chacun des mois. Donc, plutôt que de supprimer la colonne A et la colonne C et recréer les ventes sur une colonne à côté, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la colonne B et vous voyez, ma souris vient de se transformer en main. Et il me suffit d'appuyer avec le bouton gauche et vous allez voir la main se resserrer. Voilà. Et là, je peux déplacer cette colonne et je la mets à gauche. Et donc, les mois sont passés à gauche, les ventes à droite et les commentaires n'ont pas changé de place. Donc, mon tableau présente les mois, ensuite les ventes et ensuite les commentaires. Tout ça est quand même un peu basique, c'est pas très très beau à regarder, j'aimerais pouvoir modifier cela. Donc on reste dans la plage des données et on va dans le format. Une option qui peut être intéressante, c'est mettre des couleurs en alternance. On clique dessus et vous voyez que le tableau ou la plage de données est maintenant un petit peu mise en forme. Vous voyez aussi sur la droite, sur votre droite, une fenêtre qui vient d'apparaître et on voit que les entêtes ici sont bien sélectionnées, sont d'une autre couleur que les autres lignes et on a des lignes en alternance qui sont ici avec le style des faux gris. On peut choisir une couleur comme le vert, c'est plus sympathique et on peut faire OK et voilà, on commence à avoir des données qui sont plus jolies à regarder. Vous pouvez encore améliorer la lisibilité de ce tableau et l'idéal serait de mettre en avant les mois avec des bons chiffres de vente et marquer d'une autre manière les mois avec de moins bons chiffres de vente. L'idéal ici, c'est d'utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne la plage de données et je vais dans le menu format et je sélectionne la mise en forme conditionnelle. Sur la droite de l'écran apparaît une fenêtre de règles de mise en forme conditionnelle. Vous voyez que la plage qui est sélectionnée est déjà notée ici et vous pouvez utiliser des règles de mise en forme dans ce champ. Il y a une multitude de possibilités. Vous pouvez marquer si la cellule est vide, si la cellule n'est pas vide, en fonction d'un texte qui est contenu, avec des dates, avec des valeurs supérieures ou inférieures ou égales ou différentes. Et vous pouvez même utiliser des formules personnalisées. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là, on est dans la section des champs, des couleurs unies, mais on peut aussi choisir un dégradé de couleurs. Pour nous, c'est plus simple. On voit déjà qu'il y a un dégradé de couleurs qui est appliqué, mais l'idéal serait d'avoir les mauvais mois en rouge et les meilleurs en bleu, en vert, pardon. Je vais cliquer ici et l'idéal, c'est cette solution-là, du rouge au blanc, puis du blanc au vert. Et on voit bien que les meilleurs mois sont en vert et les plus mauvais mois sont en rouge. Donc, on va garder cette mise en forme conditionnelle. Je ferme la fenêtre contextuelle et on voit bien que
on interprète plus facilement ce tableau pour savoir quels sont les mauvais mois, quelles sont les tendances des mauvais mois, et quels sont les mois qui sont les plus performants. Maintenant, ce tableau me plaît pas encore. La section des commentaires n'est pas vraiment utile ici. La plupart des gens ne vont pas les lire. C'est peut-être préférable pour quelqu'un qui est nouveau. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner la colonne, on clique droit et on peut masquer la colonne. Une fois qu'on a fait ça, voilà, elle est masquée. Par contre, vous voyez des petites flèches qui apparaissent aux côtés des cellules adjacentes à la colonne dans les colonnes adjacentes à la colonne qui a été masquée. Et si je passe la souris à cet endroit-là, on voit bien que j'ai bien sélectionné les deux petites flèches. Et si je double-clique dessus, la colonne réapparaît. Donc je vais la masquer. Ce qui est vraiment bien, je trouve que ces petites flèches, c'est vraiment très bien parce que ça permet d'identifier qu'il y a une donnée, une colonne qui est masquée ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, si on veut ajouter la région dans laquelle on se situe, eh bien, il suffit de cliquer sur la colonne et de cliquer droit avec la souris et vous pouvez insérer une colonne à gauche ou à droite. Si vous voulez insérer deux colonnes, il vous suffit de sélectionner les deux colonnes et de cliquer droit sur la souris. Vous pouvez insérer deux colonnes à gauche ou à droite. Et si je veux insérer 4 colonnes, il me suffit de sélectionner 4 colonnes. Je clique droit et puis, oui, il y en a une qui est masquée, donc du coup, il me dit qu'il y en a 5 et je peux en insérer 5 à gauche ou à droite. À noter que c'est la même chose pour les lignes. Pour masquer une ligne ou pour insérer des lignes au-dessus ou en dessous, c'est la même chose. Maintenant, je souhaite juste insérer une colonne à gauche et si je veux informer dans quelle région on a réalisé ces ventes, c'est la Bretagne par exemple, il me suffit de taper 2 fois Bretagne. Et si maintenant je veux copier Bretagne partout, encore une fois ici en bas à droite j'ai ce petit point sur lequel je peux me placer et le curseur devient une croix. Je double-clique dessus et cette donnée est copiée jusqu'en bas. Et maintenant si je descends, eh bien on voit bien la région qui est concernée, la période et le chiffre d'affaires, mais si je travaille avec un très grand tableau, là je ne vois plus l'entête des colonnes, et je peux potentiellement ne plus savoir de quoi il s'agit. Plus on a de données, plus il est crucial de savoir de quoi on parle. Donc, je suis dans le tableau, je vous propose de cliquer sur le bouton droit de votre souris, je suis dans le tableau, je vais dans Affichage, et ici dans Figer, je peux décider de figer une ligne ou 2 lignes, ou ici, comme je suis sur la ligne numéro 4, jusqu'à 4 lignes, je peux aussi figer des colonnes. Ici, je souhaite simplement avoir les en-têtes qui sont figées, donc je ne sélectionne qu'une seule ligne. Et vous voyez ici cette barre qui est apparue. Et maintenant, quand je descends, je continue à avoir les en-têtes de colonnes visibles. Quelqu'un peut maintenant être amené à nous poser des questions sur notre tableau. On peut commencer à donner des réponses sans même intégrer de formules ou de fonctions dans ce tableau. Pour cela, il suffit de cliquer dans la colonne avec les données et d'aller dans Données, puis choisir Statistiques de colonne. Et là, vous voyez qu'on a un certain nombre de données qui apparaissent. On voit le chiffre d'affaires total de l'ensemble de l'année qui est 252 000 euros. La moyenne, la médiane, la valeur minimale, la valeur maximale. On voit combien il y a de valeurs à l'intérieur. On voit les valeurs, on peut voir les tendances, les fréquences, voilà. Ce qu'on peut aussi faire, c'est si par exemple, vous avez une question sur le premier semestre, on peut sélectionner les 6 premiers mois, et en bas à droite, vous avez la somme, donc 106 000 euros. Et si vous cliquez sur la petite flèche qui avait à côté, vous avez aussi la moyenne, la valeur minimale, la valeur maximale, le nombre de données qui sont saisies. Donc là, j'ai saisi que jusqu'au mois de mai, je me suis trompé, donc jusqu'au mois de juin. Et on voit, voilà, on a bien saisi 6 mois.
et on a déjà un certain nombre de données qui sont interprétables et analysables. Par contre, il faut à un moment bien mettre les mains dans le cambouis et utiliser des formules. Si on vous demande quel est le chiffre d'affaires du premier trimestre, à ce moment-là, on peut utiliser une formule où on fait, et pour saisir une formule, il faut commencer par égal. Donc là, si on veut le chiffre d'affaires du premier trimestre, on va faire égal les données du mois de janvier, 32 000, plus février, 20 000, plus mars, 14 000. On voit que le résultat apparaît déjà en surbrillance au-dessus, 66 000. Je fais entrer sur le clavier et donc j'ai bien 66 000 euros et la formule apparaît ici dans le champ de formule. Par contre, si le mois de janvier, on a un chiffre d'affaires qui est différent et qu'on le modifie a posteriori, la formule ici n'a pas été mise à jour. Donc, je reviens juste en arrière, je reviens sur les 32 000, et pour pouvoir s'assurer que le calcul des données du premier trimestre sont corrects, il suffit de faire référence aux cellules plutôt que de saisir en dur les valeurs. Donc, les ventes du mois de janvier sont dans la cellule C2. On va saisir C2 plus, mais ce qui est plus simple que de saisir manuellement chaque fois la référence de la cellule, c'est de cliquer sur la cellule en question. Donc là, je clique sur la cellule C3 et elle vient d'apparaître ici. Ensuite, je clique plus et je fais la même chose pour C4 et j'ai la cellule C4 et je fais entrer. J'ai 66 000 euros de chiffre d'affaires. Si maintenant sur janvier, je reviens modifier à 40 000 par exemple, eh bien la formule s'actualise automatiquement. Je reviens maintenant en arrière et voilà, j'ai les 66 000 euros ici. Il est aussi possible de faire d'autres opérations avec Google Sheets. Par exemple, on peut faire des soustractions. Si je souhaite voir calculer la différence de chiffre d'affaires de vente entre avril et mars, il me suffit de sélectionner la cellule du mois d'avril et de faire moins la cellule du mois de mars. Et donc, on voit que la différence est bien de 10 000 euros. Je peux aussi multiplier. Si par exemple, je me demandais quel chiffre d'affaires je réalisais si je doublais le chiffre d'affaires du mois de mai, donc je sélectionne la cellule C6 et ensuite je saisis l'étoile sur le clavier numérique pour multiplier par 2 et donc ce serait 32 000 euros. Pareil, je peux diviser si je me demande si les ventes étaient simplement la moitié du mois de juin, je fais égal la cellule, j'utilise la barre oblique pour diviser par 2 et donc on obtient 15 000 euros. Donc, pour ça, on a utilisé les opérateurs plus, moins, multiplier, diviser, mais vous pouvez aussi utiliser une fonction pour réaliser des opérations. Et les fonctions utilisent des arguments ou des paramètres. Dans la barre d'outils, ici, vous voyez qu'il y a un icône pour les fonctions. Je clique dessus. Vous voyez ici les fonctions qui sont le plus couramment utilisées. Et en dessous, vous voyez des catégories qui regroupent les fonctions disponibles sur Google Sheets. Dans la catégorie toutes, vous avez ici toutes les fonctions disponibles. Elles sont classées par ordre alphabétique et vous voyez qu'il y en a des masses. Je suis que à la lettre I et ça continue, ça continue, ça continue. Admettons qu'on vous demande quel est le chiffre d'affaires total de l'année. Donc on peut aller en dessous de la colonne et on peut entrer une fonction, la fonction somme en l'occurrence. Et là, on voit que cela fonctionne toujours avec un égal. Ensuite, on a le nom de la fonction et ensuite les arguments ou les paramètres qui se situent entre les parenthèses. Et on peut saisir une plage de données ou une donnée, mettre un point-virgule, saisir une autre donnée ou une autre plage de cellules,
à point virgule, continuer et faire la somme de plusieurs choses. Donc ici, on a la fonction somme et on va saisir cette plage de données de la cellule C2 à C13 et on appuie sur Entrée et le total est réalisé. Alors là, vous voyez que la colonne, elle n'est pas à la bonne dimension. Je remonte en haut et je double-clique, comme je vous l'ai montré précédemment. Voilà. Et donc, la fonction a fait le calcul de 252 000 €, qui est le total des ventes de l'année. Je supprime cette information parce que vous n'êtes pas obligé d'aller dans la barre des outils. Vous pouvez directement saisir la fonction ici. Donc, comme d'habitude, ça commence avec un égal. Et ensuite, on saisit somme. Et vous voyez qu'ici, Google Sheets est assez intelligent et propose les fonctions les plus fréquemment utilisées. Et il comprend déjà qu'on va certainement vouloir faire la somme de la colonne de la plage de cellules qui se trouve juste au-dessus. Et donc, c'est la plage qui se situe entre les cellules C2 et C13. On peut le sélectionner et tout de suite, il fait le calcul. Donc maintenant, pour que on sache de quoi on parle, on va quand même mettre un texte à cet endroit-là. On va faire total des ventes. Et puis, on sélectionne ces deux cellules et on va les mettre en gras. Voilà. Vous pouvez maintenant afficher dans la colonne adjacente aux ventes le poids de chaque vente par rapport au total de l'année en pourcentage. Donc, je vais saisir pour en tête de colonne pourcentage du total des ventes. Et vous voyez que cette plage est tout de suite mise en forme par rapport aux autres données du tableau. Et pour calculer le poids ou le pourcentage de janvier par rapport au total des ventes, donc je vais saisir la cellule C2 divisée par la cellule C14. Et je fais entrer, et on voit que ça représente à peu près 12,6%, mais la mise en forme ne me plaît pas. Je veux un pourcentage, donc je vais dans la barre d'outils ici, et je sélectionne le format pourcentage. Voilà, ça a déjà une bien meilleure apparence. Et donc ici, je vais sur le coin en bas à droite de la cellule et je vais faire comme avant pour tirer la formule vers le bas. Mais là, on voit partout des dièses divisé par 0. Donc, regardons de plus près de quoi il s'agit. Je vais dans la cellule E3 et je vois que la formule... Alors, je vous donne juste un conseil. Quand vous êtes sur une cellule, vous pouvez presser la touche F2 de vos claviers et vous allez à l'intérieur de la cellule. Et vous voyez ici que la formule, c'est C3 divisé par C15. En fait, et vous voyez aussi que donc ces cellules qui sont à l'intérieur sont mises en évidence dans le tableau. On voit ici les bordures en pointilleux, un petit encadrement qui apparaît ici, et la même chose sur la cellule C15. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la formule qui était dans la cellule E2 a été copiée dans la cellule E3, et il y a eu donc un décalage de la formule. Ici, au lieu de prendre janvier, on a pris février, mais ce décalage a aussi eu lieu pour le total des ventes. Et si je vais sur la cellule suivante et je tape F2, je vois la formule C4 divisée par C16, c'est la même chose. Toutes les cellules des formules se sont décalées d'une seule case. Et on ne veut pas ça, on veut que la référence du total des ventes reste la cellule C14. Et on voit sur la droite une suggestion de Google Sheets et il met des dollars devant la lettre de la colonne et devant le numéro de la ligne. Donc, ce que ça fait, ça fige la cellule C14 et donc en copiant, vous voyez quand je passe ma souris sur cette formule, vous voyez qu'il y a des chiffres sur la plage de données ici et donc c'est la solution qu'on recherche. Donc, j'accepte la suggestion ici et là maintenant, on a... Ah, ici, il l'a pas pris parce que j'étais à l'intérieur. Donc, je vais faire un autre petit conseil. Je vais copier-coller. Je vais faire CTRL-C sur mon clavier. Et ici, CTRL-V. Et j'ai copié la formule ici. Et en fait, ce que fait le dollar devant la cellule C et C14, c'est qu'il fige ici cette cellule et on peut la copier. C'est en fait une
une référence absolue. Si on n'a pas de dièse, on a des références relatives. Un petit conseil que vous pouvez utiliser, une fois qu'on double-clique ou qu'on appuie F2 pour rentrer dans la cellule, quand on est ici sur la référence C14, vous pouvez appuyer sur la touche F4 de votre clavier. Et ça permet de faire bouger le dièse, le dollar, pardon. Donc ici, on est à la C14. Admettons que vous avez une référence relative. Si vous appuyez sur F4, ça insère un dollar devant la colonne C et devant la ligne 14. Si vous appuyez encore une fois sur la touche F4, vous avez juste un dollar devant la ligne 14. Si vous appuyez encore une fois sur la touche F4, vous aurez un dollar juste devant la colonne C. Et si vous appuyez encore une fois sur la touche F4, vous revenez à une référence relative. Donc ici, on revient, j'appuie encore une fois pour arriver à une référence absolue. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir sur les références relatives et les références absolues. Maintenant, une autre solution, au lieu d'utiliser à chaque fois une référence et de se poser la question, est-ce qu'elle est relative, est-ce qu'elle est absolue, vous pouvez faire référence à une cellule qui a été nommée. Donc ici, le total des ventes, la cellule C14, je souhaite lui donner un nom, la nommer, et vous voyez ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est le champ du nom. Je peux cliquer ici et lui donner un nom. On va appeler cette plage total vente. Je fais entrer, et vous voyez, si par exemple je vais sur cette cellule C13, dans le champ du nom, je vois bien que c'est la cellule C13, mais quand je vais sur C14 maintenant, je ne vois plus C14, je vois total vente. Et donc ici, on peut modifier la formule, faire C2 divisé par le nom de la cellule, total vente. Et vous voyez que la formule fonctionne bien, je peux la tirer jusqu'en bas, et toutes les formules, tous les résultats, tous les calculs fonctionnent bien, et il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que c'est une référence relative ou une référence absolue. Maintenant, si vous voulez voir toutes les plages nommées qu'il y a dans votre feuille de calcul, vous allez dans le menu Données, et ici, vous pouvez sélectionner Plages nommées. Il y a une fenêtre qui s'ouvre sur votre droite, et vous voyez toutes les plages nommées qui existent dans votre feuille de calcul. Donc on voit bien qu'il y a Total Vente dans la cellule C14. On peut cliquer sur le petit crayon pour modifier. Vous pouvez ici changer le nom, et vous pouvez aussi changer la référence de la cellule, voire même nommer une plage de cellules avec donc plusieurs cellules. Je suis satisfait du nom et de la cellule sélectionnée, donc je vais fermer ce volet. Je vais maintenant vous montrer une fonction très utile et très populaire, c'est la fonction recherche V. Recherche V, le V signifie vertical, pour faire une recherche verticale. Admettons qu'on souhaite connaître le chiffre d'affaires ou les ventes du mois de juillet. Donc je vais utiliser, et je souhaite la voir apparaître dans la cellule H8. Je vais maintenant donc saisir la fonction recherche V. Et vous voyez qu'elle apparaît ici, je la sélectionne. Et voilà les arguments que cette fonction intègre. Il faut une clé de recherche, il faut une plage et il faut un index. Et ensuite, il faut dire si les données sont triées ou non. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple, je vous explique. Il faut juste prendre un petit peu le coup de main. Donc, ce qu'on recherche, la clé de recherche, c'est les ventes du mois de juillet. Donc ici, je vais saisir la cellule dans laquelle se trouve la donnée que l'on recherche. Ensuite, je saisis un point-virgule. Vous voyez qu'entre chaque argument, il faut toujours un point-virgule. Donc là, il faut saisir la plage. La plage, elle doit contenir au moins deux informations, c'est-à-dire la clé que vous recherchez, c'est-à-dire ici le mois, et la donnée que vous recherchez, c'est-à-dire les ventes. Donc, je vais sélectionner comme plage les colonnes B et C de notre tableau. Et ensuite, l'index. Donc, l'information qui est recherchée se trouve dans la colonne C, ce qui est la deuxième colonne de notre plage. Les mois se trouvent dans la première colonne, les ventes se trouvent dans la deuxième colonne. Donc, l'index ici, c'est 2. Et donc, ce qui va se passer, et dernier point,
Le dernier argument, c'est dire si c'est trié. Ici, on voit bien que les données chiffrées ne sont pas triées, donc je saisis faux. C'est vrai, là en fait, il faut juste saisir vrai ou faux. Et donc ici, je fais faux. Je vous recommande, si vous voulez des données qui sont absolument, qui correspondent exactement à la référence que vous avez sélectionnée, à la clé que vous avez sélectionnée, je vous recommande de toujours saisir faux ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que ici, vous cherchez les ventes du mois de juillet. Ce que va faire la formule recherche V, elle va descendre dans la première colonne de votre plage et elle va chercher le mois de juillet. Et une fois qu'elle aura trouvé le mois de juillet, elle va chercher dans la plage de données sélectionnée, elle va chercher la colonne, le numéro de colonne pour donner la bonne réponse. Donc ici, la formule va chercher le mois de juillet et chercher la réponse dans la deuxième colonne. Je fais entrer. Et donc ici, on a 22 000, c'est les ventes du mois de juillet. Maintenant, si vous voulez les données du mois de mars, il suffit de saisir ici le mois de mars, et donc vous avez la réponse immédiatement. Ou si vous voulez décembre, vous avez aussi la réponse immédiatement. À noter que cette formule n'est pas sensible à la casse. Si j'écris décembre en majuscule, vous voyez dans le tableau, c'est en minuscule, et que je rentre quand même les données, eh bien, il l'accepte ici. Ou alors, si je saisis le mois d'août avec un A majuscule, contrairement à ce qu'il y a dans le tableau, vous voyez, il actualise bien les données. Ce tableau est très bien, mais j'ai ces formules qu'on a ajoutées là qui viennent un petit peu polluer la feuille de calcul. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ces cellules et je vais les couper. Donc, pour cela, j'appuie sur CTRL X sur mon clavier. Et ce que je vais faire, c'est je vais les copier. Je crée ici une nouvelle feuille et je vais les coller ici. J'appuie sur CTRL V sur mon clavier. Voilà. Et vous voyez, je reviens sur la feuille 1. Vous voyez que les données ne sont plus là. Elles sont maintenant dans la feuille 2. Et vous voyez ici que les formules ont été légèrement modifiées. Elles font toute référence à la feuille 1 qui se trouve ici et où on a notre tableau. Je reviens sur la feuille 2. Donc on voit bien que chaque cellule est attachée à la feuille où elle est située. Maintenant, on a feuille 1, feuille 2. C'est pas très clair ce que ça signifie. La feuille 1, en fait, c'est notre tableau des ventes. Donc on va le renommer. Donc pour le renommer, soit je double-clique dessus et je le renomme vente, soit vous pouvez appuyer sur la petite flèche, la petite icône à côté, et vous avez toutes ces possibilités sur la feuille. Vous pouvez la supprimer, la dupliquer, la copier ailleurs, la renommer, modifier la couleur. Les ventes, je trouve que c'est important, donc on va le mettre en bleu. Et si vous voulez voir toutes vos feuilles, il y a aussi la possibilité de cliquer ici et vous voyez les deux feuilles de calcul qui sont disponibles dans votre fichier Google Sheets et vous voyez aussi celle qui est en couleur et celle qui est active. La feuille 2, maintenant, on va la modifier et on va l'appeler, ce sont des formules. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est les réarranger, l'ordre des cellules. Si vous en avez des tas, vous pouvez mettre celles qui sont plus importantes devant, c'est à vous de voir. Ensuite, ce que je souhaite, c'est filtrer mon tableau. Donc vous voyez, je souhaite filtrer les ventes du plus important au plus bas, pour un peu mettre en forme mon tableau. Donc, ce qu'on peut faire ici, vous voyez une petite flèche qui apparaît, je clique là-dessus et vous voyez l'option qui apparaît de trier la feuille. Donc, on peut trier de A à Z, du plus petit au plus important ou à l'inverse du plus important au plus petit. Sauf que si je trie ici ces données, dans la colonne C, il va aussi trier le total des ventes. Et donc, je double-clique ici pour l'agrandir un peu. Et donc, ça va fausser complètement le tableau. La solution, c'est de faire un filtre plutôt que de trier. Je sélectionne la plage du tableau que je souhaite filtrer et je vais ici dans la barre d'outils et il y a l'icône pour créer un filtre. Les filtres ont été ajoutés. Vous les voyez ici avec ces petites pyramides inversées dans les cellules d'en-tête de colonne. Je vais aussi double-cliquer ici parce que maintenant, la cellule
c'est agrandi et je ne vois pas bien les entêtes de colonne. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, vous cliquez ici sur ce petit icône et vous pouvez trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Vous pouvez trier aussi par couleur. Vous pouvez aussi filtrer avec des conditions, avec des valeurs. Alors, avec des conditions, vous pouvez choisir si ça contient un texte, si la cellule, s'il y a des dates, si c'est supérieur à des valeurs, ou avec une formule personnalisée. Vraiment, les options sont vraiment multiples. Alors, on souhaite filtrer des ventes les plus importantes aux plus petites. Et donc, voilà, on a un tri qui est assez joli. Et toutes les données des cellules adjacentes et des colonnes adjacentes sont mises à jour. Le tableau reste cohérent. C'est bien les ventes du mois de janvier, c'est bien les ventes ensuite du mois de juin. Les données ne sont pas mélangées. Vous pouvez aussi trier les mois par ordre alphabétique. Vous avez d'abord le mois d'août, le mois d'avril, etc. Et si vous voulez, par exemple, voir les ventes du premier trimestre, vous pouvez y aller sur ce filtre ici. Et là, on va tout désélectionner, on va effacer et on va simplement sélectionner les mois qui nous intéressent, donc janvier, février et mars. Voilà, et je fais OK. Et donc, ce tableau présente les données de janvier, février, mars. Le total est faux. Ça, il faut le modifier. On va utiliser la fonction sous-total. Il me semble que c'est le 9. Et la plage. Et donc là, si je sélectionne bien les 3 premiers mois, on a bien 66 000 et le total des ventes est correct. La mise en forme ici n'est pas idéale. Je vais donc ici, format, j'enlève les décimales et voilà le tableau tel qu'on le souhaite avec les ventes du premier trimestre. Maintenant, si cette donnée est importante et que vous savez qu'on va vous la demander une nouvelle fois, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller ici dans Données et nommer cette vue filtrée. Donc ici, on va dans Vue filtrée et on crée Enregistrer en tant que vue filtrée. Donc maintenant, on a ici un filtre qu'on va nommer. On va l'appeler Vente premier trimestre. Entrée. Voilà, on n'a plus besoin de voir le filtre apparaître. Et si maintenant je veux enlever les filtres, je reclique sur l'icône de filtre et on revient au tableau initial. Le total des ventes est toujours correct. Et si maintenant quelqu'un me demande de voir le chiffre d'affaires et les ventes du premier trimestre, il me suffit d'aller dans Données, Vue filtrée, et on voit ici que j'ai les ventes du premier trimestre. Je clique dessus et j'ai le tableau qui est filtré comme je le souhaite. Maintenant, je supprime cette vue et on est revenu au tableau initial. Petit conseil supplémentaire, si vous voulez revenir en arrière et annuler des opérations, ici, ce petit icône est vraiment très utile. Je viens l'utiliser hors caméra pour revenir avec un tri logique des mois. Maintenant, c'est très bien, on a un tableau qui est sympathique, qui est facile et lisible à comprendre. Maintenant, il serait quand même bien, plutôt que d'avoir plein de données dans des chiffres, il est souvent préférable d'avoir une possibilité d'interprétation visuelle des données, et donc de les avoir sous forme graphique. Donc pour ça, je vais sélectionner la plage de données. Je peux aller ici dans le menu Insertion et choisir Graphique, ou alors ici dans la barre des outils, on a l'icône graphique. Donc je clique dessus. Je me rends compte aussi d'une chose, le zoom, je l'ai perdu entre-temps, je ne sais pas pourquoi, donc on le remet là. Alors j'ai créé le graphique, maintenant il est très grand, il prend plein de place, et j'ai aussi un éditeur de graphique qui est apparu sur la droite de l'écran. Ce que je peux faire avec le graphique, c'est le réduire. Voilà. Et donc,
le graphique, on peut le saisir ici. À l'intérieur du graphique, on a 3 petits points en haut à droite. C'est très important. Si vous perdez l'éditeur de graphique, vous cliquez ici et vous pouvez faire modifier le graphique. L'éditeur de graphique va à nouveau apparaître. Vous pouvez le télécharger, le publier, le copier. Vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui sont ici. Alors, le tableau prend les données qu'il pense être les plus pertinentes pour créer le graphique. Donc ici, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ce qu'on voit. Donc je vais changer la plage de données et je vais ici sélectionner B1 à C13. Je crée entrée et donc là, on a bien les mois avec les ventes de chaque mois. Vous pouvez choisir ici le type de graphique. Donc ici, il a choisi un graphique à colonne. Vous pouvez choisir à courbe. Vous pouvez aussi choisir des courbes qui sont lissées. Je reviens ici sur le graphique. Alors pourquoi il a mis combiné? Il n'y a qu'une seule donnée, donc il n'y a pas de raison de combiner. Ce serait plutôt un graphique à colonne. Voilà. Et vous pouvez, ici, dans la partie configurer votre graphique, s'il n'y a rien à ajouter. Et vous avez la possibilité de personnaliser le graphique. Dans le style de graphique, par exemple, on peut choisir en 3 dimensions. C'est plutôt pas mal. On peut aussi intervenir sur le titre. Là, on n'a pas de titre, donc on va mettre vente par mois. Vous voyez que le titre est apparu. On peut le centrer. Voilà. On peut changer la police du titre, la taille. Vraiment, il y a plein d'options de personnalisation. Et dans l'option série, vous pouvez aussi ajouter une courbe de tendance. Et vous voyez que la tendance est plutôt négative. Si maintenant, je vais fermer l'éditeur de graphique et je vais déplacer le graphique sur la droite, si maintenant, au mois de décembre, on avait un chiffre d'affaires de 126 000, eh bien, la tendance serait différente et le graphique serait différent. Et vous voyez que le graphique est directement lié aux données dans le tableau, c'est dynamique. Donc, c'est vraiment très utile. Maintenant, il y a une autre possibilité pour avoir des données qui apparaissent sans avoir à saisir des formules et des fonctions. Ce sont les tableaux croisés dynamiques. Pour créer un tableau croisé dynamique, il faut sélectionner la plage de données que vous voulez utiliser. Vous allez dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Il me propose de créer une nouvelle feuille. C'est ce que je vais faire. Plutôt que de rajouter un tableau croisé dynamique sur cette feuille de calcul, ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà, on a un tableau croisé dynamique ici. Et sur la droite, on a un éditeur de tableau croisé dynamique. On a des suggestions ici pour les données dans les lignes, les données en colonne et les valeurs qui sont ici à l'intérieur. Et on a aussi des possibilités supplémentaires de filtres. Les champs que vous pouvez utiliser, ce sont ici région, mois et vente. Et ils correspondent ici dans le tableau vente aux en-têtes qu'on a sélectionnées. On n'a pas sélectionné les pourcentages. Ça n'a pas vraiment de sens de les sélectionner et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc d'abord, on peut sélectionner, si on veut connaître le chiffre d'affaires, on peut sélectionner les ventes et les mettre dans les valeurs. Et vous voyez qu'ici, tout de suite, il a sélectionné la somme. Alors c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis paramétré en français. Donc, normalement, ça devrait être en français. Bon. Donc là, j'ai les sommes des ventes, mais vous pouvez aussi choisir la moyenne, average, et vous voyez que les ventes ont été en moyenne de 21 000 par mois. Je reviens sur la somme. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter les mois dans les lignes, et donc on a les différents mois, et vous pouvez, après, si vous faites des fils, vous pouvez aussi les trier. Pourquoi est-ce qu'il les met pas dans l'ordre, il les met dans l'ordre alphabétique? Non, pas l'ordre alphabétique, c'est bizarre. Et en fait, ce qu'on peut aussi faire, c'est déplacer les mois et les avoir en colonne. Et vous les avez donc ici, dans les colonnes où vous avez les différents mois. Et vous pouvez les classer dans un ordre croissant, décroissant,
Vous pouvez faire différentes choses. Je reviens sur les lignes. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez, on reprend les ventes et on les rajoute aussi dans les valeurs. On a 2 fois les ventes, mais ce que vous pouvez faire, c'est les afficher différemment avec un pourcentage du total d'une colonne. Et donc là, on a août qui représente 11,11% du total des ventes. Si on revient dans notre tableau précédent, le mois d'août, c'est 11,11%. Donc on a les mêmes données qui sont disponibles ici. Et on peut même aller plus loin et mettre des filtres. Et donc si je veux filtrer ici, je sélectionne les mois. Je peux ici donc déplacer le champ mois dans les filtres et cliquer sur afficher les filtres et on a différents filtres, conditions, différentes possibilités pour filtrer. Et si on veut simplement voir le premier trimestre, on peut sélectionner janvier, février et mars. Et donc, on a les données qu'on voulait voir précédemment aussi, les 66 000 apparaissent bien ici. Donc, le tableau croisé dynamique est un outil qui est utile sans qu'on ait à saisir de formules et de fonctions. Et on peut déjà analyser pas mal de données avec le tableau croisé dynamique. Je reviens maintenant dans le tableau des ventes et je vais réduire le zoom et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au quadrillage et à la bordure du tableau. Donc on va dans affichage, afficher et le quadrillage, on va le supprimer. Parce que c'est un peu chargé quand même d'avoir le quadrillage. Mais vous voyez que votre tableau n'a pas de bordure, qu'il est un petit peu nu. Donc là, il faut sélectionner le tableau. Et dans la barre d'outils, vous allez sur l'icône bordure et vous sélectionnez ici toutes les bordures. Et vous avez ici des bordures qui apparaissent. Vous pouvez choisir ce type de bordure. Ça me semble un peu chargé. Je reviens un petit peu en arrière et voilà, on a un joli tableau avec un graphique. On a cette feuille avec le tableau croisé dynamique. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est partager notre travail avec des amis ou des collègues. Et donc, pour ça, vous avez cette possibilité ici. Et il vous suffit de saisir une adresse email ici et vous pourrez envoyer un message à la personne que vous aurez choisie et vous pourrez lui donner des droits particuliers, décider si c'est simplement elle a des droits en lecture ou en édition ou pour faire des commentaires. Ce sont les 3 possibilités qui s'offrent à vous. Et cette personne, vous pouvez aussi lui notifier et elle recevra un email. L'autre possibilité pour partager, c'est d'utiliser un lien, de copier ici, et de dire que tous les utilisateurs qui ont un lien, soit on limite l'accès, soit tous les utilisateurs qui ont un lien peuvent y accéder, donc ça je l'ai choisi, et quel droit est-ce qu'on leur donne? Lecteur, commentateur ou éditeur. Éditeur, ils peuvent modifier le fichier, commentateur, ils peuvent pas le modifier, mais ils peuvent mettre des commentaires, lecteur, ils peuvent simplement le consulter. Mais pour cela, il faut copier le lien et le leur envoyer. Donc ça, ce sont les 2 possibilités qu'on a pour partager un document. Il y a aussi la possibilité de faire des commentaires. Donc ici, on va dans... Et quand on a partagé, petit point en arrière, si une personne avec laquelle on a partagé ce fichier est actuellement sur cette feuille de calcul, on la verrait ici apparaître. On verrait aussi un petit symbole pour elle. Et à ce moment-là, si on cliquait à cet endroit-là, on pourrait discuter avec elle en direct. Donc c'est vraiment un outil, Google Sheets est un outil très collaboratif. Excel s'est amélioré et aussi collaboratif, mais c'est beaucoup plus intuitif avec Google Sheets. L'autre possibilité, non pas de partager, mais de collaborer avec d'autres personnes, c'est d'utiliser des commentaires. Si par exemple le mois de septembre, on voit que c'est le mois le plus faible, je peux cliquer ici sur le bouton droit de la cellule et je peux insérer une remarque ou faire un commentaire. Et ici, je peux ajouter avec l'arrobase le prénom, le nom de la personne avec qui je travaille et avec qui j'ai partagé le document et lui poser une question. Elle aura une notification et elle pourra ensuite répondre ou me dire, là je peux dire, on veut analyser
les causes de ces faibles ventes. Donc là, j'ai pas mis d'arrobase parce que je ne collabore pas avec quelqu'un et je fais commenter. Et en fait, plus tard, on peut dire, bon, on a analysé, c'est réglé, et donc ici, on marque la discussion comme fermée et masquée, et à ce moment-là, on n'a plus de commentaires. Donc c'est très collaboratif. Maintenant, quand on partage un fichier avec d'autres personnes, il peut arriver que si les autres ont des droits en édition, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des modifications qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite non plus. Et à ce moment-là, on souhaite revenir sur une version, on souhaite voir les versions antérieures et éventuellement recharger, récupérer une version précédente. Il suffit ici de cliquer ici pour avoir une petite fenêtre où on voit la version actuelle, on voit une version plutôt d'aujourd'hui et on voit où on en était et donc on voit la version actuelle, on voit la version de tout à l'heure, on voit la version d'origine et on peut la restaurer. Donc c'est ce qu'on peut faire. Une autre possibilité pour partager ces données, c'est, donc ici on a cette autre possibilité de partager avec d'autres utilisateurs, mais on peut aussi la publier sur Internet. On peut aussi envoyer ce fichier par email. On peut aussi le télécharger et par exemple, on peut le télécharger au format d'Excel pour ensuite le partager avec d'autres personnes. Et la dernière possibilité, beaucoup plus classique, on peut aussi imprimer ce document. Il y a un raccourci pour y accéder, c'est de faire CTRL-P sur votre clavier. La vidéo touche maintenant à sa fin. C'est la vidéo la plus longue que j'ai faite à ce jour. J'espère qu'elle vous est utile et qu'elle n'a pas été trop rébarbative. Surtout, ne vous sous-estimez pas parce que voilà tout ce que vous avez vu aujourd'hui. On a vu comment accéder à Google Sheets, comment mettre en forme les nombres, comment déplacer des colonnes et des lignes, alterner des couleurs. On a vu des choses qui sont importantes et que j'ai mis en gras ici, comme la mise en forme conditionnelle, comment fonctionnent les fonctions, comment les trouver, comment utiliser la fonction recherche V qui est très populaire et très utile, comment créer un graphique, comment utiliser les tableaux croisés dynamiques, comment partager et collaborer votre fichier avec d'autres personnes. Voilà, autant de choses. Il ne faut pas que vous vous sous-estimiez. Revenez voir cette vidéo, consultez les parties. Je vais créer des chapitres qui vous aident à retrouver ce qui vous sert. N'hésitez pas non plus à consulter la bibliothèque de petites vidéos avec des conseils utiles et des astuces malines intéressantes sur Google Sheets. Tout ça pour vous aider à mieux utiliser Google Sheets et à vous améliorer. Bon courage, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao.